I would like to thank Lord Dyson and his team for the report. It is welcome that the BBC accepts Lord Dyson's findings in full, which are extremely concerning. Tout a commencé comme c'est souvent le cas des scandales royaux, non par une accusation retentissante, mais par un murmure, celui qui résonne doucement dans les couloirs bordés de portraits de rois et de reines. Au cœur du palais de Buckingham, sous les plafonds dorés et les rideaux de velours, un domestique a remarqué quelque chose d'étrange lors d'une vérification de routine du coffre à bijoux royal. Une broche en diamant et saphir rendue célèbre par la princesse Diana avait disparu de la vitrine. Au début, la garde hésita. Dans un palais où le silence est une forme de survie, chaque observation comporte un risque. Peut-être la pièce avait-elle été emportée pour un nettoyage ou prêtée pour un événement. Mais lorsqu'elle vérifia les registres, des archives manuscrites méticuleusement conservées pendant des décennies, la mention de cette broche resta intacte. Elle était enregistrée comme présente en sécurité et intacte, mais elle n'était plus là. Les jours passèrent et une autre découverte suivit. Une paire de boucles d'oreilles en perles, incontestablement celle de Diana, avait également disparu. Puis un bracelet cadeau d'une famille royale du Moyen-Orient porté lors d'un de ses voyages humanitaires. Une à une, les traces de la vie de Diana dans le caveau semblaient s'effacer. L'agitation commença à se répandre au palais. Le personnel chuchotait en code d'une voix douce et prudente. « Une erreur », disaient certains. « Une erreur administrative », insistèrent d'autres. Mais personne ne croyait vraiment à cette explication. Rien ne disparaissait des coffres royaux sans autorisation. Lorsque Catherine apprit enfin l'affaire, elle passait en revue les préparatifs d'un dîner d'État, une autre soirée de diplomatie et de cérémonie exigeant la perfection. Le valet qui s'approcha d'elle le fit les mains tremblantes et l'air coupable comme s'il révélait un secret qui mettrait fin à sa carrière. Elle mentionna de légères incohérences dans la liste des bijoux, espérant que ce serait la fin de l'histoire. Mais l'instinct de Catherine percevait le changement de ton. Cette nuit-là, dans le calme de son bureau privé, Catherine elle-même examina les archives. Elle avait depuis longtemps cessé de considérer la collection de Diana comme un héritage et commençait à la considérer comme quelque chose de sacré. Un lien entre le passé et l'avenir, entre la femme qui avait autrefois enchanté le monde et la génération suivante de la monarchie. Chaque bijou portait sa propre pulsation de mémoire. J'avais l'impression d'en perdre un fragment quand j'en voyais un disparaître. Elle feuilleta les pages et retrouva des références familières, la broche, les boucles d'oreilles, le bracelet. Tous marqués, en sécurité, mais introuvables. Lorsqu'elle vérifia les plannings de nettoyage et les demandes de prêt, l'absence n'était signalée nulle part. Son expression se durcit. Quelque chose clochait. Ce soir-là, elle aborda le sujet avec William. Leur conversation fut calme mais tendue. « Ils sont partis », dit-elle simplement. William se figea. Il avait grandi en voyant les bijoux de sa mère scintiller dans les journaux, symbole de sa chaleur, de sa vulnérabilité et de sa défiance discrète. Pour lui, ce n'étaient pas des bijoux, c'étaient des souvenirs de son amour. « Comment ?» demanda-t-il finalement, la voix tendue. « Qui l'a autorisé ?» Catherine secoua la tête. « Personne. Ou du moins personne qui est censé le faire. » Hors des murs du palais, le monde continuait comme d'habitude, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Cette découverte est survenue à un moment où la famille royale était déjà sous surveillance. BBC News avait récemment diffusé un reportage sur les dépenses royales et la responsabilité publique, soulignant les critiques croissantes des contribuables britanniques et des pays du Commonwealth. Le Guardian avait publié un éditorial intitulé « Le test de transparence de la couronne », s'interrogeant sur la connaissance réelle du public de la gestion des biens royaux. Dans ce climat de méfiance, la moindre rumeur de disparition de bijoux pouvait dégénérer en scandale. Et Catherine savait qu'une fois la rumeur parvenue à la presse, le palais n'aurait plus aucun contrôle sur l'affaire. Elle commença sa propre enquête discrète. Aucun garde ne fut remplacé, aucune alarme ne se déclencha. Juste des questions posées avec la précision d'un chirurgien. Qui avait accédé au coffre-fort? Quels documents avaient été archivés? Les réponses étaient vagues, évasives et soigneusement formulées. Un cadre supérieur a finalement admis qu'une demande inhabituelle pour la broche en saphir était arrivée des mois plus tôt, autorisée sous une signature familière. Les yeux de Catherine se plissèrent en voyant le nom Camilla. Au début, elle refusait d'y croire. La reine Camilla avait accès à presque tout, mais elle possédait aussi sa propre vaste collection. Pourquoi aurait-elle besoin ou envie de quelque chose ayant appartenu à Diana? L'idée lui semblait trop toxique, trop cruelle pour être vraie. Et pourtant, en examinant les registres d'autorisation, Catherine y trouva des traces d'un acte délibéré des dates qui correspondaient parfaitement à la disparition des bijoux. Cette nuit-là, tandis que le palais dormait, Catherine était assise dans sa chambre, les yeux fixés sur une seule photo. Diane avec la broche en saphir, le sourire radieux, les mains jointes dans un calme apaisant. Le contraste entre ce souvenir et la froide méfiance qui montait alors en elle était presque insupportable. Elle murmura doucement, plus pour elle-même que pour quelqu'un d'autre, « Ils ne te prendront plus.
Dans les semaines qui suivirent, le palais conserva sa grâce habituelle. Banquets, événements, caritatifs, processions, tout cela destiné à rayonner l'unité. Mais sous cette surface scintillante, les fondations tremblaient. Guillaume et Catherine commencèrent à remarquer de légers changements de comportement parmi le personnel. Des regards fuyants, des conversations qui s'interrompaient dès qu'ils entraient dans une pièce. Pendant ce temps, les tabloïds britanniques s'activèrent déjà comme des faucons. Le Daily Mail laissait entendre des tensions derrière les portes du palais. Le Times publiait un article sur des héritages royaux inexpliqués, citant des sources anonymes. Les spéculations étaient contenues, mais incessantes. Si Catherine n'agissait pas rapidement, toute l'histoire lui échapperait. Mais pour agir, elle avait besoin de preuves. À un moment où cela ressemblait moins à un devoir qu'à un destin, elle a décidé de suivre elle-même ce chemin. Ce qui avait commencé comme un murmure dans le coffre s'était transformé en quelque chose de bien plus vaste, un secret qui menaçait non seulement l'héritage d'une princesse bien aimée, mais aussi la stabilité de la monarchie elle-même. Et pour Catherine, cela signifiait une chose, elle ne pouvait plus se permettre le silence. La question qui se posait au palais de Buckingham n'était pas de savoir si les bijoux avaient disparu, mais pourquoi et qui avait osé les prendre. Chaque héritage royal a son propre pouls, mais aucun bijou ne vibre avec autant d'émotion que celui de la princesse Diana. Pour le public, ce sont des artefacts de grâce et de compassion. Les souvenirs de celle qui a transformé le devoir en humanité. Pour William et Catherine, ils sont bien plus intimes, des fragments de son histoire, des fragments de son âme tissée d'or et de saphir. Par conséquent, l'idée que ces bijoux aient été volés non pas perdus mais emportés était ressentie comme une atteinte à la mémoire elle-même. Les premiers à sentir la tempête qui grondait derrière les portes du palais furent les journalistes qui purent déchiffrer le silence. Lorsque le service de presse royal refusa de commenter les rumeurs de incohérence dans les stocks. Les spéculations explosèrent. Le Guardian titra prudemment « Gêne à Buckingham question sur les objets royaux ». En quelques heures, les réseaux sociaux transformèrent ce malaise en véritable fléau. « Où sont les bijoux de Diana ?» devint le terme le plus recherché sur X, anciennement Twitter. Mais l'histoire qui se déroulait en coulisses était encore plus sombre que ne le laissaient entendre les gros titres. En examinant les objets disparus, la broche en saphir, les boucles d'oreilles en perles, le délicat bracelet, Catherine réalisa que ce n'était pas un choix aléatoire. Chaque objet était profondément personnel pour Diana, immortalisé par des photos devenues virales. C'était comme si la personne qui les avait créés savait précisément quelle pièce ferait le plus de mal à la famille. Les initiés du palais décrivaient Catherine comme une femme contrôlée mais impitoyable. Elle passait ses soirées dans son bureau à étudier des photographies d'archives et des registres de prêt, l'air calme même si les preuves s'accumulaient. Guillaume la regardait avec un mélange d'admiration et de crainte. « Tu cours après des fantômes ?» lui dit-il un soir d'un ton doux mais résigné. Elle leva les yeux, le regard immobile. « Alors laisse parler les fantômes. » Le symbolisme n'a pas échappé au monde extérieur. Comme le rappelait BBC Newsnight, la collection de bijoux de Diana avait toujours été le reflet de sa vie magnifique et pourtant chargée de sens. La bague de fiançailles en saphir que Catherine porte désormais symbolisait non seulement le romantisme, mais aussi la renaissance. Les bijoux perdus représentaient en fait quelque chose de plus fragile, la blessure non cicatrisée entre le passé et le présent. Les analystes ont commencé à établir des parallèles entre cette situation et la crise croissante de transparence en Grande-Bretagne. De récents sondages ont montré que la confiance du public envers la monarchie avait de nouveau décliné, en particulier parmi les jeunes Britanniques qui exigeaient des comptes. Chaque joyau de la couronne raconte une histoire, écrivait la chroniqueuse Marina Hyde dans The Guardian. Et chaque joyau disparu ressemble à un nouveau secret que le public ne découvrira jamais. Catherine comprenait cette pression mieux que quiconque. Son mariage avec la famille royale avait fait d'elle à la fois héritière et bouclier, l'image même de l'équilibre sous surveillance. Mais cette fois, elle ne se contentait pas de raconter une histoire, elle défendait un héritage. Lorsqu'elle appela le conservateur en chef de la collection royale, il arriva pâle et mal à l'aise, portant des dossiers qui semblaient plus lourds que leur contenu. Il expliqua que les signatures sur les listes de bijoux correspondaient aux modèles officiels. Aucun étranger n'aurait pu les falsifier sans aide extérieure. Ce n'étaient pas des vols d'amateurs, dit-il doucement. C'étaient des transactions. Transaction. Le mot frappa Catherine comme un coup de poing. Son esprit repensa à tous les événements, à tous les galas auxquels Camilla avait assisté parée de bijoux ayant appartenu à d'anciennes reines. La reine consort s'était toujours enorgueillie de redéfinir son image publique, passant d'outsider controversé à matriarche respectée. Mais cette transformation n'avait-elle pas un prix caché ? Outre-Atlantique, l'affaire a pris un nouveau souffle. CNN l'a décrite comme un mystère de palais imprégné d'émotions et d'histoire. Reuters a publié un article analytique reliant le scandale à des débats plus larges sur les finances et le patrimoine de la famille royale. La question n'était pas seulement de savoir où étaient passés les bijoux, mais aussi si l'institution elle-même avait perdu son sens moral.
Pendant ce temps, au palais, l'enquête discrète de Catherine commençait à perturber même les plus hauts fonctionnaires. Les assistants évitaient tout contact visuel. Les courtisans murmuraient à propos de son « obsession ». Mais derrière leur ton prudent se cachait un respect réticent. Elle fit ce que peu avaient osé scruter sous la soie et le cérémonial pour affronter ce que tout le monde soupçonnait mais que personne ne voulait exprimer à voix haute. Tard dans la soirée, Catherine traversa seule la galerie royale, passant devant les portraits de monarques dont les règnes étaient ornés de feuilles d'or et de scandales. Elle s'arrêta devant un portrait de la reine Victoria, la matriarche, qui avait gouverné malgré ses propres controverses. L'espace d'un instant, Catherine vit dans ce tableau un avertissement, le pouvoir sans intégrité s'effondre sous son propre poids. En coulisses, Guillaume menait une guerre plus discrète. Il avait entamé des conversations privées avec des conseillers afin d'évaluer les conséquences potentielles si la vérité éclatait. On ne peut pas la rendre publique, avertit un conseiller de haut rang. La monarchie peut survivre à presque tout sauf au vol de son propre symbolisme. Mais Guillaume n'était pas d'accord. « Qu'est-ce qui survivra si on l'enterre » demanda-t-il. La question flottait comme une fumée dans l'air. Le palais n'était plus un sanctuaire. C'était un labyrinthe d'yeux et de secrets. Catherine savait que la disparition des joyaux ne concernait plus seulement un vol. Il s'agissait d'une question de contrôle d'histoire, d'héritage, de mémoire elle-même. Puis arriva une lettre de Paris qui allait tout changer. Elle arriva innocemment parmi les lettres d'associations caritatives, mais son contenu fit chavirer son cœur. Un ami membre d'un cercle de donateurs mentionna une vente aux enchères à Monaco, où une broche en saphir et diamant avait récemment été proposée à la vente, la qualifiant de provenance remarquable. La description correspondait parfaitement aux bijoux de Diana. Ce soir-là, Catherine était assise devant son ordinateur portable, parcourant les photos du catalogue de vente. Elle était là, la broche scintillait sous les projecteurs, son design familier capturé en haute résolution. L'annonce était vague quant à sa provenance, la décrivant simplement comme un cadeau ayant appartenu à une éminente dame britannique. Mais le monde savait qu'il n'en était rien. Et dans l'arrière-plan flou d'une photo, elle aperçut autre chose, une silhouette familière. La pose, les cheveux argentés, le costume bleu marine. Un haut fonctionnaire du palais. La prise de conscience la frappait comme un coup de tonnerre, le vol n'était pas externe, mais interne. Quelque part entre les coffres du palais de Buckingham et les lumières vives de Monaco, le domaine de Diana a été vendu, et non volé, par quelqu'un au sein même du cercle royal. Pour Catherine, cela changea tout. Les rumeurs dans le coffre n'étaient plus des rumeurs. Elles marquaient le début d'une vérité impensable et la piste menait directement au cœur de la monarchie. La première règle de la vie royale est de ne jamais paraître surpris. Mais lorsque Catherine découvrit cette photo de Monaco, elle en eut le souffle coupé. La broche en saphir et diamant, incontestablement celle de Diana, scintillait sous les lumières de la vente aux enchères. Et dans le flou de l'arrière-plan se tenait un homme qu'elle connaissait bien, une dame d'honneur de haut rang. Quelqu'un qui s'était longtemps vanté de sa discrétion. Sa présence ne pouvait être une coïncidence. Pour la première fois, Catherine comprit que ce qui l'attendait n'était pas une erreur administrative ni un mot égaré. C'était une trahison, précise, délibérée et profondément personnelle. Le lendemain matin, elle convoqua une réunion dans son salon privé à laquelle assistèrent seulement 2 de ses plus proches collaborateurs et un conseiller en sécurité ayant servi sous le règne de la défunte reine. Ils examinèrent tous les relevés des mouvements des bijoux royaux au cours des 6 derniers mois. Des schémas apparurent comme des fissures dans du verre, des transferts marqués « expertise » ou « prétemporaire », autorisés par le même cercle restreint de signatures. Le nom de Camilla apparaissait à plusieurs reprises. La voix de Catherine restait calme, mais le public percevait la froideur de son ton. « Je ne veux pas de spéculation, dit-elle. Je veux des faits, retrouver chaque objet, discrètement. » La commission lança une opération secrète qui allait s'étendre bien au-delà des frontières britanniques. Quelques jours plus tard, l'un des contacts de Catherine à Paris confirma que la broche était bel et bien passée par la maison de vente aux enchères monégasque où elle avait été acquise par un collectionneur privé européen connu pour ses objets historiques de prestige féminin. La vente avait été gérée par un intermédiaire, celui-là même que l'on voit sur la photo. Presque simultanément, de nouveaux indices apparurent en Suisse. Un joaillier genevois rapporta qu'une paire de boucles d'oreilles en perles semblables à celle de Diana avait récemment fait l'objet d'une avant-première privée lors d'une vente aux enchères prestigieuses. Elles étaient décrites en termes neutres comme ayant fait partie d'une prestigieuse collection européenne. Leur valeur estimée était stupéfiante, des millions selon une estimation privée, mais leur coût émotionnel était incommensurable. Reuters et le New York Times ont tous deux rapporté, sans nommer les familles, que des héritages royaux inconnus avaient fait leur apparition sur les marchés européens.
Leurs articles soulevaient dans des questions d'éthique et citaient un initié du secteur décrivant la pression sans précédent pour liquider des actifs privés de valeur dans un contexte d'inflation mondiale et de tensions géopolitiques. Bien qu'aucun nom n'ait été mentionné, les lecteurs n'en ont pas ressenti le besoin. Le public britannique a reconnu l'esprit de l'histoire. Au palais de Buckingham, la tension devint insoutenable. Camilla poursuivit ses fonctions publiques avec sa grâce habituelle et visita hôpitaux et associations d'anciens combattants, mais les gardes du palais remarquèrent sa rare absence aux dîners officiels et ses réponses mesurées lorsqu'on l'interrogea sur l'héritage de Diana. Pendant ce temps, Catherine garda ses opinions pour elle-même sous l'emprise de la presse. La couronne ne commente pas les hypothèses, déclara laconiquement un porte-parole du palais, mais les tabloïds avaient déjà senti le sang. Pour le monde extérieur, ce n'était qu'une rumeur royale de plus. Pour Catherine et William, c'était une guerre menée en silence. Déterminée à découvrir toute la vérité, Catherine élargit son enquête. Elle contacta discrètement un contact de confiance au sein de l'unité des vols d'œuvres d'art et de biens culturels d'Interpol, un officier britannique qui avait autrefois aidé la famille royale à retrouver des objets volés à l'étranger. Elle présenta soigneusement ses preuves sous couvert de recherches universitaires sur des objets de famille perdus. L'officier comprit immédiatement. « On chasse les fantômes avec de l'argent », murmura-t-il, « mais les fantômes laissent toujours des traces. » Et c'est ce qu'ils firent. En moins d'une semaine, ils remontaient la piste de l'argent, les recettes de ces ventes aux enchères transitaient par des sociétés écrans enregistrées au Luxembourg, à l'île de Man et à Dubaï. Un schéma de blanchiment d'argent connu des enquêteurs, mais nouveau dans l'histoire royale. L'une de ces sociétés était discrètement liée à un trust géré par un ancien associé de la reine Camilla. Ce fut une révélation qui provoqua une onde de choc dans le cercle intime de Catherine. Elle resta assise à son bureau jusqu'à bien après minuit, lisant le rapport sous la faible lumière d'une seule lampe. Les preuves n'étaient plus circonstancielles mais concrètes. Pourtant, elle savait aussi qu'un seul faux pas pouvait faire imploser la monarchie elle-même. La réaction de Williams lorsqu'elle lui a présenté les résultats a été modérée mais dévastatrice. « Si cela se sait, a-t-il déclaré, ce ne sera pas seulement un scandale, c'est un héritage qui sera détruit. » Catherine hocha la tête. « Alors on veillera à ce que ça se passe bien. » À l'extérieur, le monde évoluait rapidement. Les médias internationaux ont commencé à associer ces ventes mystérieuses à des histoires plus vastes sur la fortune royale. Le Guardian a publié une chronique cinglante « Quand monarchie et blanchiment d'argent entrent en conflit, que reste-t-il de l'autorité morale ?» Aux États-Unis, le Washington Post a comparé le drame en cours à la confidentialité financière d'autres familles d'élite sous la surveillance internationale. Les vieilles couronnes, affirmait l'article, enseignent que même la tradition a un prix. Parallèlement, la sympathie pour William et Catherine grandissait. Les forums publics et les sections de commentaires débordaient de messages les défendant et les présentant comme les héritiers moraux de l'héritage de Diana. Un message devenu viral disait « Les joyaux appartiennent peut-être à la couronne, mais le souvenir appartient à ses enfants ». Catherine, cependant, restait concentrée sur les faits et non sur les sentiments. Face aux preuves qui s'accumulaient, elle se trouvait face à un choix difficile, protéger l'image de la famille ou révéler la vérité. Le silence maintiendrait l'illusion de l'unité, mais au détriment de la justice. Parler pourrait déchirer la monarchie, mais en même temps la purger de son hypocrisie. Le tournant fut atteint lorsqu'une nouvelle information arriva cette fois de Londres. Un bijoutier de confiance contacta directement Catherine et confirma qu'un bracelet identique à celui de Diana avait été expertisé en privé pour le renouvellement de son assurance par un client proche d'une famille royale de haut rang. Les propos du bijoutier étaient prudents, mais le sous-entendu était sans équivoque, la dernière pièce du puzzle menait directement à la vérité. Pour Catherine, il n'y avait plus aucun doute. Les bijoux n'avaient pas été volés ou collectionnés, ils avaient été vendus de l'intérieur par les canaux du privilège. Et au sommet de cette chaîne se trouvait un nom écrit de sa propre main sur les formulaires d'autorisation Camilla. Avec cette prise de conscience, le monde scintillant du palais s'évanouit. Chaque perle, chaque diamant, chaque objet de famille semblait désormais moins un symbole d'élégance qu'un miroir reflétant la trahison. Catherine ferma le dossier qu'elle avait constitué le cœur battant la chamade. Il ne s'agissait plus d'une simple enquête mais d'un acte de défense. Elle ne protégeait pas seulement des bijoux, elle empêchait le patrimoine de Diana d'être discrètement dilapidé. À l'aube sur le palais, Catherine savait que la prochaine étape serait la plus difficile de toutes. Le procès était bouclé, les preuves irréfutables et la confrontation inévitable. Lorsque Catherine entra dans la salle des archives royales, l'air lui-même semblait plus froid. Les murs tapissés de registres séculaires et de documents scellés semblaient vibrer de mystère. Elle avait demandé à voir les autorisations originales des bijoux disparus. Lorsque l'archiviste, un vétéran ayant servi sous les ordres de la défunte reine et du roi Charles, lui tendit un dossier intitulé « Privé »,
Accès restreint, elle remarqua immédiatement les armoiries familières gravées en or. Lorsqu'elle l'ouvrit, son regard fut attiré par la signature sinueuse au bas des 3 formulaires. Le nom était clair, précis et impossible à déchiffrer Camilla. Chaque document mentionnait les bijoux comme « temporairement saisis pour expertise et restauration ». Chacun portait le sceau du palais. Mais il n'y avait aucune preuve de restitution. L'écriture était trop frustrante pour être une contrefaçon maladroite. C'était une simple imitation. La trace écrite officielle avait servi de camouflage. Le rythme cardiaque de Catherine s'accéléra mais son expression resta sereine. Elle remercia discrètement l'archiviste et rangea les copies dans sa chemise en cuir avant de sortir dans le couloir. Elle se déplaçait comme dans un rêve, un monde silencieux et résonnant de marbre et de portraits. Chaque cadre doré semblait la regarder d'un œil entendu, comme si les ancêtres le long des murs murmuraient leur incrédulité. Lorsqu'elle entra dans ses appartements privés ce soir-là, William l'attendait. Elle déposa le dossier sur la table entre eux sans un mot. Il ouvrit la première page et haleta. Elle les a signés elle-même, dit-il sans détour. Oui, répondit Catherine, et les expertises ont été faites à Genève quelques jours avant les ventes. Il leva les yeux, une lueur de colère perçant dans ses yeux. Alors ce n'est plus une rumeur, c'est un vol. Mais le vol n'était jamais facile dans cette famille. Il ne s'agissait pas d'argent volé dans un coffre-fort, mais d'un souvenir volé à un fils. Pour William, ces bijoux faisaient partie de l'âme de sa mère, les objets qu'elle avait touchés, portés et aimés. L'idée qu'ils soient vendus à des inconnus pour le profit ou par vengeance le troublait profondément. Mais la colère ne pouvait précéder les preuves. Catherine savait que l'émotion était l'arme recherchée par les tabloïds. Leur arme devait être maîtrisée et précise. Ensemble, ils rassemblèrent tous les détails. Dates, signatures, estimations, procès-verbaux de vente, procès de Genève et de Monaco, dans un dossier relié par un simple ruban bleu. C'était comme le murmurerait plus tard un courtisan, le document le plus dangereux à avoir traversé le bureau royal depuis des décennies. Catherine insista pourtant sur une étape supplémentaire avant de soumettre le dossier au roi. Elle demanda un audit interne complet déguisé en examen de routine de la gestion des collections. Le Lord Chambellan approuva sans réserve. Quelques jours plus tard, les enquêteurs commencèrent discrètement à réexaminer les journaux de mouvement et les images de sécurité. Ce qu'ils découvrirent confirma tout. À 3 reprises, les bijoux avaient été emportés avec l'autorisation directe du bureau de Camilla. À chaque fois, l'envoi était classé « frais diplomatiques », une désignation exemptant tout contrôle douanier. L'intermédiaire, le même homme aperçu lors de la vente aux enchères de Monaco, avait signé les bons de livraison. Un virement bancaire correspondant via des comptes dans les îles anglo-normandes et le Golfe reliait les paiements à une fiducie liée à l'un des confidents de longue date de Camilla. Catherine reçut le rapport final dans une enveloppe scellée portant la mention « confidentielle réservée à leurs Altesses royales ». Elle lut chaque ligne la mâchoire serrée. Lorsqu'elle le tendit à William, il parcourut silencieusement les premières pages, puis s'arrêta sur le relevé financier. Elle pensait que personne ne regarderait ici, murmura-t-il. Elle comptait sur notre loyauté pour nous aveugler. La trahison n'avait des allures presque architecturales, une structure de tromperie bâtie sur le fondement du privilège. Même le personnel du palais qui avait contribué au traitement des documents croyait probablement agir selon les ordres. Le pouvoir, lorsqu'il était abusé discrètement, se faisait toujours passer pour un devoir. À ce moment-là, Catherine et Guillaume se trouvaient face à un choix impossible. Soit ils portaient l'affaire directement au roi, au risque d'un scandale qui aurait détruit la position déjà fragile de la monarchie. Soit ils enterraient l'affaire et maintenaient l'illusion de l'unité. La voix de Catherine fut la première à briser le silence. « Si nous ne faisons rien, a-t-elle déclaré, nous affirmons au monde que la mémoire de Diana peut être vendue et que personne ne l'en empêchera. Nous affirmons à nos enfants que le silence est plus sûr que la vérité. » William la fixa un instant, puis il hocha lentement la tête. « On l'apportera à mon père, mais on le fera correctement, pas de fuite, pas d'émotion, juste la vérité. » Dehors, la presse britannique commença à se rassembler. Le Guardian rapporta que des sources proches du palais de Kensington avaient confirmé une révision en cours de la gestion des propriétés royales. Le Times fit allusion à des licences irrégulières liées à des objets de valeur. Les spéculations publiques s'intensifièrent lorsque la BBC diffusa un reportage sur les joyaux disparus, bien que les présentateurs aient soigneusement évité de citer des noms. De l'autre côté de l'Atlantique, le New York Times a qualifié cet événement de « test le plus important de responsabilité royale depuis le départ de Sussex ». Même les animateurs de talk-shows américains habituellement prudents face aux ragots royaux ont plaisanté en disant que le palais avait littéralement perdu de son éclat.
Entre ces murs de marbre, cependant, aucun rire ne se faisait entendre. Guillaume et Catherine avaient convenu d'une audience privée avec le roi Charles pour le lendemain soir. Tandis qu'ils empruntaient le long couloir menant à son bureau, Catherine sentit son pouls au bout de ses doigts. L'air était lourd, les lustres oscillaient légèrement dans le courant d'air. Charles les salua doucement, le visage crispé par la fatigue. Lorsque Catherine déposa le dossier sur son bureau, le bruissement du papier résonna comme le tonnerre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Une preuve » répondit simplement William. Charles ouvrit le dossier et parcourut les documents. Il fronça les sourcils. Arrivé aux pages d'autorisation, son expression se durcit. « La main de Camilla » murmura-t-il. « Je la reconnais partout. » Pendant quelques longs instants, il y eut un silence. Un silence qui n'arrive que lorsque quelque chose de sacré est brisé. Finalement, le roi referma le dossier. « Cela la détruira » dit-il. William lui jeta un coup d'œil. « Ce qu'elle a pris a déjà été détruit. » Les épaules de Charles s'affaissèrent. La pièce lui parut soudain trop petite pour le poids de l'histoire qui pesait sur elle. Ses yeux brillèrent de la douleur d'un homme contraint de choisir entre une couronne et un cœur. « Laisse-moi faire » dit-il finalement à voix basse. « Je m'en occupe. » Alors que Catherine et William quittaient le bureau, les couloirs du palais semblèrent résonner à nouveau. Cette même vibration sourde qui accompagnait toujours le scandale, le bruit des murs s'accrochant à trop de souvenirs. Catherine ne dit mot jusqu'à ce qu'ils atteignent la cour. « Il agira » dit-elle doucement. William hocha la tête, mais son visage ne trahissait aucun soulagement. « Oui » murmura-t-il, « mais le prix à payer sera plus élevé qu'on ne le pense. » Cette nuit-là, les lumières de la chambre privée du roi brûlèrent jusqu'au lever du soleil. Au matin, sa décision allait ébranler la monarchie jusque dans ses fondements. Le lendemain matin était lourd et gris, le genre de matinée londonienne qui semblait engloutir toute couleur. Personne au palais de Buckingham ne parlait à voix basse. Le personnel évoluait comme des ombres, conscients que quelque chose d'immense se jouait derrière les portes closes du bureau privé du roi. En milieu de matinée, Charles avait convoqué ses plus proches conseillers, des hommes et des femmes qui avaient déjà traversé des crises, mais jamais une aussi chère à leur cœur. Sur son bureau se trouvait le dossier que William et Catherine lui avaient remis la veille. Le ruban bleu était dénoué et son contenu était éparpillé sur la surface polie. Les preuves étaient évidentes: autorisation, signature, virement bancaire, liste de ventes aux enchères. Le nom de Camilla résonnait sans cesse tel un refrain fantomatique entrelacé dans chaque document. Pendant des années, Charles s'était battu pour obtenir son acceptation et l'avait défendu contre le mépris du public et l'ombre portée de Diana. Il avait enduré les gros titres, la qualifiant d'autre femme, essuyé des protestations lors de son propre mariage et passé des décennies à reconstruire une histoire d'amour à laquelle peu voulaient croire. Et pourtant, cette même femme, sa reine, avait désormais mis en péril la confiance fragile qu'il avait reconstruite non seulement auprès du public mais aussi auprès de son propre fils. La monarchie survit grâce à son image, murmura un conseiller. Pas grâce à la justice, ni grâce à la vérité, mais grâce à son image. Charles leva brusquement les yeux. Et à quoi sert une image si la vérité la ronge ? Personne n'osait répondre. Pendant des heures, il arpenta le bureau, son reflet se projetant sur les vitrines remplies de reliques historiques. Le fardeau de la royauté avait toujours été celui du silence, affronter les tempêtes sans jamais laisser paraître ses failles. Mais là, c'était différent. C'était la famille. En début d'après-midi, il convoqua William et Catherine. Ils arrivèrent discrètement, la gravité du moment se lisant dans leurs gestes prudents. Catherine se montra calme et déterminée. Le visage de William, en revanche, trahissait une rage insatiable. La voix de Charles était douce lorsqu'il parla enfin. « Vous m'avez tous deux forcé à voir ce que j'aurais préféré ne jamais voir. » « Père, commença William, nous non plus nous ne le voulions pas. Mais on ne peut pas l'ignorer. » Le regard de Charles se posa sur les photos de Monaco et de Genève, les pages déjà parues dans la presse étrangère. Il expira lentement. « J'ai lutté la moitié de ma vie pour l'aimer. Maintenant, je dois décider si je peux encore régner à ses côtés. » Le ton de Catherine était ferme, respectueux, mais résolu. « Il ne s'agit pas seulement d'amour, votre majesté. Il s'agit de la couronne elle-même. Le peuple pardonnera les scandales, mais pas la corruption. » Il hocha la tête. « Et si je la punis, ils appellent ça de la cruauté. Si je la protège, ils appellent ça de la faiblesse. » « Laissez-les faire, » répondit Guillaume. « Mieux vaut un roi honnête qu'un roi aveugle. » Pendant un long moment, personne ne parla. Dehors, le faible grondement de la circulation résonnait contre les portes du palais, se mêlant au son lointain de Big Ben. Finalement, Charles retourna à son bureau. « J'agis » dit-il simplement.
Il congédia ses conseillers et pour la première fois depuis des années ordonna la fermeture du palais à toute réunion. La déclaration serait rédigée en privé non par son équipe mais par lui-même. Le soir venu, la décision était prise. Camilla se retirerait de toute fonction publique indéfiniment, invoquant des raisons personnelles et de santé. Elle conserverait son titre mais pas son influence. Ses appartements au palais de Buckingham seraient vidés et l'accès aux possessions royales lui serait définitivement interdit. Les propos du roi étaient mesurés afin de préserver sa dignité. Lorsque l'annonce fut publiée dans la presse le lendemain matin, elle fit l'effet d'une bombe. Le premier titre du Guardian titrait « La couronne se brise, le roi agit après une enquête interne ». Le Times la qualifia de « révolution la plus silencieuse de l'histoire de Windsor ». Même les présentateurs de la BBC, habitués à la neutralité, s'exprimèrent avec un sérieux rare. Une décision qui pourrait bien sauver la couronne, déclara l'un d'eux, mais au prix d'un mariage. De l'autre côté de l'Atlantique, les chaînes américaines ont analysé chaque phrase. Le New York Times a décrit l'événement comme une prise de conscience longtemps différée, tandis que CNN l'a qualifié de victoire publique pour la transparence mais de tragédie privée pour le monarque. Les médias européens se sont montrés plus sévères. Le journal allemand Der Spiegel a publié un article de couverture intitulé « La maison des secrets ». En Grande-Bretagne, les réactions furent partagées. Les générations plus âgées compatissaient à la situation critique du roi, la qualifiant de « choix impossible ». Les jeunes Britanniques, en revanche, voyant les choses différemment, la responsabilisation au sein d'une institution longtemps réfractaire et à cette responsabilité. Les réseaux sociaux se sont enflammés pour encenser William et Catherine. Une publication virale proclamait « Les enfants de Diana ont enfin protégé ce qu'elle n'avait pas pu, sa vérité ». Derrière les murs du palais, les répercussions émotionnelles furent dévastatrices. Charles s'isola, annula ses rendez-vous et refusa d'assister aux offices à Windsor. Ses proches racontèrent avoir passé de longues heures seul dans son bureau à relire de vieilles lettres écrites de la main de Diana, celles qu'il n'avait jamais osé détruire. Guillaume et Catherine continuèrent leur devoir et respirèrent le calme tandis que la monarchie entrait dans ce que les commentateurs appelaient son moment le plus vulnérable depuis l'abdication. Pourtant même eux comprenaient que la victoire était douce amère. Le triomphe discret de Catherine était tempéré par l'empathie. Elle avait vu le regard du roi lorsqu'il avait signé le décret. Il ne punissait pas un ennemi. Il bannissait la femme sur laquelle il avait bâti sa vie. Dans les semaines qui suivirent, la monarchie entama un lent processus de redressement. Les portraits officiels furent retouchés, les apparitions publiques soigneusement orchestrées et de nouvelles règles de gestion des actifs furent mises en œuvre avec une transparence visible. La BBC rapporta que le palais avait mis en place des mécanismes de surveillance indépendants, une mesure sans précédent dans l'histoire royale. Pourtant, les rumeurs ne cessèrent pas. Certains courtisans qualifièrent les actions de Catherine de nécessaires. D'autres l'accusèrent de raviver l'esprit du pouvoir. Un haut conseiller déclara au Télégraphe « C'était la justice, mais la justice fait toujours des victimes ». Tard d'un soir, William se tenait seul sur le balcon surplombant le centre commercial. La ville brillait sous lui. Des lumières infinies, indifférentes et vibrantes. Il pensa à sa mère, à son rire, à sa douleur, aux bijoux qui ornaient autrefois son cou. Il l'imagina le regarder non pas avec triomphe, mais avec soulagement. Derrière lui, Catherine le rejoignit discrètement. Ils restèrent silencieux un instant, puis elle murmura « Il a bien fait. » « Oui, dit William, mais ça l'a brisé. » Et dans le silence qui suivit, ils comprirent tous deux ce que l'histoire savait déjà, chaque couronne brille davantage après avoir été fissurée, mais la lumière qu'elle projette n'est jamais la même. Dans les jours qui suivirent le départ de Camilla, le palais exhala, non pas de soulagement mais d'épuisement. L'écho de ses pas résonnait dans les couloirs de marbre, rythme fantomatique d'un règne révolu. Les domestiques parlaient à voix basse, veillant à ne pas s'attarder trop longtemps dans ses anciens appartements. Les rideaux furent tirés, les portraits discrètement retirés, son monogramme effacé discrètement de son papier à lettres. Pour une institution qui se nourrit de rituels, l'effacement fut rapide et chirurgical. Mais même si les cicatrices physiques s'estompaient, les cicatrices émotionnelles persistaient. Le roi Charles, qui avait autrefois passé sa vie à se battre pour légitimer son amour pour Camilla, se retirait derrière des murs plus épais que la pierre. Selon ses conseillers, il passait des heures à flâner seul dans les jardins du palais Cannes, à la main pesant sur le poids de la couronne et de sa conscience. Il n'assistait aux réunions d'information qu'en cas de nécessité parlait peu et mangeait encore moins. Il incombait à William et Catherine de stabiliser l'image publique de la monarchie. Il devint, selon les mots du Guardian, la boussole morale de la monarchie. Chaque apparition publique était mesurée une tentative calculée de rassurer le monde sur le fait que la maison de Windsor n'était pas irrémédiablement brisée.
Ils visitèrent des hôpitaux, assistèrent à des cérémonies commémoratives et rencontrèrent des vétérans. Et sur chaque photo qui apparut, l'expression de Catherine était calme mais déterminée, tandis que le regard de William exprimait une tristesse contenue qui fit la une des journaux. Partout au Royaume-Uni, les opinions étaient partagées. Certains voyaient dans le jugement du roi un acte courageux, douloureux, mais nécessaire pour restaurer l'intégrité. D'autres murmuraient qu'il était cruel, qu'il avait sacrifié son amour pour sauver une couronne. Les réseaux sociaux étaient tout aussi enflammés, des hashtags comme #Justice for Diana étaient en vogue aux côtés de #Pray for Charles. Même à l'étranger, l'histoire persistait. Le New York Times la qualifiait de « parabole de la monarchie moderne, la transparence triomphe sur la tradition ». Reuters, quant à lui, soulignait que le scandale avait mis en lumière l'équilibre délicat entre affection personnelle et devoir public au sein de la famille royale du XXIe siècle. Au palais, le véritable travail ne faisait que commencer. Catherine supervisa la récupération discrète des bijoux disparus de Diana. Ce qui aurait pu être un spectacle devint une mission digne. Sans tambour ni trompette, elle et une petite équipe coordonnèrent des négociations discrètes avec des collectionneurs privés à Genève, Monaco et Londres. Chaque conversation fut menée avec le plus grand soin et chaque transaction fut scellée par des accords de confidentialité. La broche en saphir et diamant fut la première à être restituée et livrée dans un écrin de velours anonyme au palais de Kensington. Les pendants d'oreilles en perles suivirent quelques jours plus tard, leur retour étant rendu possible par un collectionneur qui admit les avoir achetés par admiration pour Diana et non par intérêt. La dernière pièce, le délicat bracelet, exigea la plus grande diplomatie. Catherine écrivit personnellement une lettre au dernier propriétaire connu expliquant sa provenance et sa signification émotionnelle. 2 semaines plus tard, un petit colis arrivait simplement enveloppé de soie bleue. À l'intérieur se trouvait le bracelet poli et intact comme s'il n'avait jamais quitté le poignet de la princesse. Une fois les 3 pièces réunies dans le coffre royal, William et Catherine se tenaient ensemble sous la douce lumière blanche de la salle des collections. Il n'y avait ni photographe ni spectateur. Seul le silence régnait rompu par le faible bourdonnement du système de sécurité. Catherine posa sa main gantée sur les bijoux et murmura « Elle est rentrée ». Pour William, ce moment marquait quelque chose de plus grand que la justice. C'était la rédemption non seulement pour les bijoux, mais aussi pour l'héritage de celle qui avait marqué une génération d'amour et de deuil. Le public ne connaîtrait jamais tous les détails de la restitution des bijoux, mais le symbolisme était indéniable. L'histoire de Diana avait bouclé la boucle retrouvée par son fils, qu'il avait autrefois vu souffrir en silence. Pendant ce temps, l'exil de Camilla était devenu un sujet de fascination mondiale. Le palais le décrivait comme une retraite temporaire, mais les initiés savaient qu'il était permanent. Elle s'était retirée dans sa propriété privée du Wiltshire, à l'abri des caméras et des ragots. Certains tabloïds rapportaient qu'elle passait ses journées à écrire des lettres. D'autres affirmaient qu'elle était occupée à rédiger ses mémoires. Personne ne pouvait confirmer la vérité. Pour la première fois depuis des décennies, celle qu'on appelait autrefois la survivante était devenue invisible. Le roi Charles, toujours soucieux de l'image royale, ne fit aucune mention d'elle en public, mais les conséquences de son geste étaient visibles. Lors d'une réception du Commonwealth à Windsor, les observateurs remarquèrent son apparence fragile, son attitude autrefois assurée, cédant la place à une réserve sereine. La BBC rapporta que l'attitude de Sa Majesté était empreinte de solennité, un monarque meurtri par les conséquences. Mais dans son silence, la monarchie commença à se relever. Le public las des scandales trouva du réconfort dans la fermeté de William et Catherine. Le couple incarnait un nouvel équilibre, empathie et responsabilité. Le Times écrivit « Là où les anciens membres de la famille royale cherchaient le contrôle, ils cherchaient des liens ». Leur popularité explosa notamment auprès des jeunes Britanniques qui les voyaient non comme des vestiges de la tradition, mais comme des gardiens de l'intégrité. Pourtant, derrière chaque bijou restauré et chaque sourire impeccable se cachait une vérité inexprimée, le pouvoir a toujours un prix. Catherine supportait ce prix dans un épuisement silencieux, le poids de ses décisions pesant sur elle. Parfois, elle se réveillait de rêves d'appareils photo étincelants et de trahisons murmurées pour trouver William à ses côtés, éveillé pour la même raison. « Tu penses qu'on est allé trop loin ?» demanda-t-elle un jour d'une voix à peine audible. William la regarda un instant avant de répondre. « On n'est pas allé assez loin » dit-il doucement. « On a stoppé la pourriture, c'est ce qu'elle aurait voulu. » Et peut-être avait-il raison. Diana avait été la voix qui défiait la couronne de l'intérieur, celle qui refusait d'échanger la vérité contre le réconfort. En restituant ses trésors perdus, son fils et sa belle-fille avaient accompli ce qu'elle ne pourrait jamais faire, protéger la monarchie sans sacrifier leur humanité.
Des semaines plus tard, tandis que la lumière printanière inondait les fenêtres du palais, les joyaux furent discrètement remis en valeur, non pas pour que le monde les voie, mais pour que la famille s'en souvienne. Sous la douce lueur des lumières, leur éclat semblait intact, préservé du scandale et du temps. Comme si l'esprit qu'ils portaient en eux, le courage, la compassion et la résilience de Diana, avaient survécu à toutes les trahisons et à toutes les pertes. Dehors, les touristes se rassemblaient aux portes photographiant un palais à nouveau serein. Mais ceux qui savaient mieux que quiconque que cette sérénité avait un prix. La maison de Windsor avait subi un nouveau jugement, non pas sous les projecteurs, mais dans le silence, le sacrifice et le retour de 3 brillants rappels que l'histoire, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par revenir.